Et on poursuit avec l'analyse de Xavier Van Lierde, notre partenaire du mercredi, et je suis accompagnée de Richard de 16. Bonjour Richard. Bonjour Liselotte et bonjour à tous les auditeurs. Et bonjour Xavier Van Lierde, merci d'être avec nous. Je crois que ce matin, vous nous parlez de démographie. Oui, de démographie et aussi d'animaux domestiques. Alors, je crois savoir que vous croyez tous les deux à la théorie complotiste d'extrême droite du grand remplacement et que vous redoutez que le peuple français, à la démographie déclinante, soit progressivement remplacé par des peuples étrangers, les mineurs étrangers venant en quelque sorte remplacer les enfants que nous n'avons pas eus. Vous avez sûrement raison, mais en focalisant de la sorte sur ce phénomène, vous passez peut-être à côté d'un autre grand remplacement. Un grand remplacement beaucoup plus silencieux, plus insidieux, mais certainement tout aussi dangereux, le grand remplacement des bébés européens par les bébés chiens ou les bébés chats. Ce grand remplacement vient en effet d'être mis en évidence par une étude scientifique, voyez-vous. Elle est parue cet été dans la revue European Psychologist, qui partait du constat suivant que dans de nombreux pays occidentaux, plus le taux de possession de chiens et d'animaux de compagnie est élevé, et plus le taux de natalité tend à être faible. D'où cette question: les chiens, chats, cochons d'Inde, hamsters et autres lapins d'appartement ne seraient-ils pas en train de grand remplacer les enfants européens? Alors pour le savoir, les chercheurs se sont penchés sur le cas de la Hongrie, qui est connue pour être un pays assez hostile à l'immigration de masse tout au moins, mais aussi l'un des pays qui compte la plus forte proportion de propriétaires de chiens et une natalité en berne. En Hongrie, le taux de natalité est de 1,5 enfants par femme, mais 50% des Hongrois ont un chien. Alors à l'issue de leur enquête, les auteurs, qui sont des chercheurs en psychologie, répondent avec beaucoup de prudence sur l'aspect démographique. Voilà, c'est pas leur domaine, donc ils restent sur leur quant à soi. En revanche, ils sont formels sur un point. En Hongrie, le chien tend à devenir un substitut affectif à l'enfant. En Hongrie, 70% des propriétaires de chiens déclarent que leur compagnon à quatre pattes est un membre de la famille, et 16% vont jusqu'à l'élever au rang d'enfant à part entière. Bon, alors je vous vois venir avec la tentation bien naturelle de sauter sur cette information, Richard, pour proclamer que c'est pas en France qu'on verrait ça, et que chez nous, on aime les animaux, bien sûr, mais sans les prendre pour des enfants, car nous sommes beaucoup plus sensés, les seuls sensés peut-être, en Europe. Mais l'Institut Ipsos, qui suit cette question, constate de son côté que, année après année, l'engouement des Français pour les animaux de compagnie ne se dément pas. 6 Français sur 10 déclarent déjà posséder un chien ou un chat, et c'est un chiffre en nette augmentation, puisque en 2021, on n'était qu'à 47%, donc contre 60% aujourd'hui. Et cette évolution s'accompagne parallèlement d'un renforcement, comme en Hongrie, du lien qui unit les propriétaires à leurs fidèles compagnons. En effet, pas moins de 97% des possesseurs d'animaux domestiques déclarent ressentir un attachement profond envers leur animal, ce qui est évidemment très bien. Pour rappel, d'ailleurs, depuis 2014, les animaux sont heureusement plus considérés en France comme des biens meubles, mais comme des êtres vivants, ce sont les termes de la loi, des êtres vivants doués de sensibilité, ce qui est parfaitement exact. De même, depuis 2021, les sanctions pour maltraitance ont été renforcées, ce qui est aussi très bien. Mais voilà, cela ne s'arrête pas là. Comme les Hongrois, les Français ont maintenant tendance à ne plus seulement considérer le chien comme le meilleur ami de l'homme, mais comme un membre à part entière de la famille. C'est le cas donc de 68% des Français, soit à peu près le même étiage que les Hongrois. En fait, on assiste à un changement massif du statut de l'animal domestique dans tout l'Occident, et spécifiquement du chien d'ailleurs. Comme le remarque le sociologue et maître chien lui-même, Christophe Blanchard, le statut du chien a radicalement changé. D'auxiliaire utilitaire de l'homme pour la garde ou la chasse, il est devenu un animal de compagnie, et aujourd'hui, un membre à part entière de la famille, une sorte d'enfant. Bien sûr, le marketing s'y engouffre, salue le phénomène et l'accentue. D'ailleurs, l'étude Ipsos que je vous citais a été commandée par une marque de croquettes pour chiens. Et selon la Fédération européenne de l'alimentation animale, eh bien, le marché de l'alimentation animale a bondi de 9% entre 2021 et 2025. Dans un pays qui frôle la récession, c'est quand même pas mal, c'est à contre-courant. Et il atteint près de 30 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Et les projections tablent sur une croissance annuelle de 4% en moins jusqu'en 2030. En clair, les croquettes ont le vent en poupe et les rayons friandises canines s'allongent pendant que les berceaux, eux, se vident. Alors vous me direz avec raison que corrélation n'est pas causalité. Et évidemment, dans l'absolu, rien ne prouve que le chien prend la place de l'enfant. J'ai moi-même un chien et pourtant j'ai élevé 6 enfants. Et même mieux,
j'ai acquis ce chien pour les enfants. Donc sans les enfants, il est probable que je n'aurais pas eu de chien. Mais semble-t-il, ça c'est l'ancien modèle. Car auparavant, les chiens et chats entraient majoritairement dans nos vies après 35 ans. Désormais, c'est plutôt entre 20 et 35 ans, soit précisément dans la période où la fécondité des couples est maximale. D'où cette interrogation lancinante qui traverse cette chronique, et s'il y avait bien un grand emplacement des bébés par les chiots et les chatons. Pour les sociologues américaines Nicole Owens et Liz Groh-Holtz, la question est tranchée. La famille peut aujourd'hui se construire autour d'un animal domestique, et cet animal peut être une alternative à la parentalité classique. Alors vous voyez le tableau de famille, papa, maman, Médor, mis sur le même plan que papa, maman et l'enfant. Ce à quoi on assiste en réalité, c'est une sorte de convergence entre le mouvement... Alors je suis désolé, je vais utiliser quelques mots anglais. Je vais utiliser quelques mots anglais car c'est pour décrire des phénomènes qui viennent des États-Unis. Donc le mouvement que l'on appelle là-bas No Kids, autrement dit non aux enfants, pas d'enfants. Donc ce mouvement No Kids, qui se caractérise par la volonté assumée et volontaire de ne pas avoir d'enfants, a en quelque sorte rejoint la tendance Yes Dog. Enfant non, chien oui. Et c'est ce que proclame d'ailleurs très, très simplement, très directement, Ovidie. Ovidie, je sais pas si vous la connaissez, c'est une militante féministe qui est par ailleurs maîtresse de 3 chiennes et qui dans un livre, le livre s'appelle Assise, debout, couchée. Donc, il était publié chez Lattès, elle explorait les liens entre la cause animale et les luttes féministes et revendiquait que le chien puisse être un substitut, je cite là, un substitut à l'enfant qu'on n'a pas eu. La vétérinaire Hélène Gatto, ça ne s'invente pas, est encore plus explicite dans un ouvrage dont le titre dit tout, Pourquoi j'ai choisi d'avoir un chien et pas un enfant. Alors, comme nous l'apprennent nos confrères du Monde, qui eux ont eu le courage de lire ce livre, l'auteur y assume son choix de femme célibataire, sans enfant, vivant une relation forte avec Colonel, son border terrier, et elle fait écho à des milliers de femmes et de maîtres qui n'osaient pas revendiquer le statut de pets parents. Encore un mot anglais, pets parents, ça veut dire parents d'animal domestique. Et c'est de l'anglais, car bien entendu tout ça vient des États-Unis, où l'on constate une sorte d'épidémie, une épidémie de mum dog ou de kitty dad, c'est-à-dire d'hommes et de femmes qui se proclament père et mère d'un chien ou d'un chat, alors qu'ils ne sont pas eux-mêmes des chats ou des chiens, bien entendu, mais d'authentiques hominidés progressistes, à ceci près qu'ils ne marchent plus sur leurs 2 jambes, ni même à 4 pattes, mais sur la tête. Car évidemment, avec l'aide du marketing, cette quête de parentalité animale prend des proportions quand même assez inquiétantes, avec bien évidemment une extension sans fin du marché de l'animal domestique. Jadis, si je caricature, la panoplie du propriétaire de chien, c'était une laisse, une brosse, un panier, des croquettes, éventuellement un petit nonos en peau de porc ou en silicone, mais maintenant, alors c'est tout autre chose. Tout autre chose. Les animaleries proposent des kits de déco et accessoires, des idées d'activités, des gâteaux personnalisés et même du mousseux, rassurez-vous, sans alcool, qui n'ont rien à envier aux attributs de gâteaux d'anniversaire pour enfants. Et je vous donne un autre exemple venu des États-Unis et qui arrive maintenant en France. C'est une sorte de cérémonie de bienvenue du chien et du chat récemment adoptés. Donc il s'agit pour les heureux propriétaires parents, on ne sait plus comment les appeler, du chien, de présenter le nouveau membre de la famille à la famille justement, à ses amis, sur le modèle de ce qui existait déjà dans ce pays comme une sorte de substitut laïque à la cérémonie de baptême, mais pour les enfants autrefois. Alors voilà, vous voyez le tableau des photos qui seront prises durant cette cérémonie, ce n'est plus papa, maman, Liselotte ou papa, maman, Richard, c'est papa, maman, Médor. Et donc, je vous pose la question, n'y a-t-il pas réellement une forme de grand emplacement en cours des bébés par les chiots et les chats ? Et n'avez-vous pas le sentiment, à l'issue de ces chroniques, Liselotte et Richard, de l'avoir échappé belle ? Car à quelques années près, vous êtes nés avant cette tendance effroyable, il y a quelques années près, eh bien, vous ne seriez peut-être pas autour de la table avec moi pour discuter de cette question et de cette tendance qui en dit quand même assez long sur les tendances profondes qui travaillent notre société. La parole est à vous. Alors Liselotte, il y a peut-être échappé belle. Moi je suis d'une génération bien plus ancienne. Cher Xavier, je crois que je suis un peu plus vieux que vous, donc vraiment je n'ai échappé à rien en fait. Oui, vous êtes d'une génération où parfois on pouvait trouver un petit chaton au pied du sapin,
et non pas des cadeaux pour le chaton. Exactement. Et ce qui m'a fasciné dans l'étude, et surtout dans la chronique que vous en avez faite, c'est la manière dont on voit bien qu'il y a un refus de l'engagement, une prolongation de l'adolescence, on en parle maintenant d'adolescents, et qu'on se retrouve avec des personnes qui ont une peur panique de l'accouplement humain, de l'appariement humain, mais qui en revanche considèrent que le chat ou le chien sont des bêtes domesticables, des bêtes qu'on peut s'approprier, des bêtes qui d'ailleurs sont arrachées presque à leur statut de bête, qui sont presque niées d'ailleurs en tant qu'animaux, pour devenir des substituts d'affection vivants, chauds, doux, câlins, et avec d'ailleurs des races de chiens qui sont spécifiquement maintenant pensées pour les appartements urbains, par exemple. Donc on est en train d'assister à une transformation de la nature pour arriver à le chien qui soit à la fois assez sportif pour vous accompagner dans votre jogging du matin et en même temps suffisamment câlin pour être sur le canapé à côté de vous, pas trop gros pour éviter de vous ruiner en croquettes, mais pas non plus minuscule pour éviter de se ruiner en frais de vétérinaire. Et il y a cette espèce vraiment d'ingénierie du chien et du chat parfait qu'on met même parfois dans des cafés. Il y a des cafés, des bars à chats ou des bars à chiens, même des cours de yoga avec des chiots qui permettent justement de faire du sport ou de prendre un café tout en câlinant le petit truc à poil un peu tiède. Voilà. Et vraiment, ce qui est frappant, c'est ce côté, en fait, les hommes me font peur, les femmes me font peur, ou en tout cas le mariage, l'engagement, la natalité, la maternité, la paternité sont des choses qui sont horribles, parce que je me sens commis, autant m'attacher à un minuscule être qui... Alors, il y a beaucoup de choses dans ce que vous dites. D'abord, il y a une chose extrêmement vraie, c'est l'ingénierie pour produire des chiens qui correspondent à ce besoin ou à différents besoins. Cela dit, ça a toujours été le cas, puisque cette ingénierie produisait auparavant des chiens dédiés à la chasse ou des chiens de berger et accentuait les qualités de telle ou telle race. Mais désormais, effectivement, le chien animal domestique a pris une place croissante. Et ça va au-delà, puisque désormais, les animaux qui ont le plus de succès sont les animaux qui ont une apparence quelque peu anthropomorphe. Alors là, je vous demande de vous accrocher, parce que c'est une information quand même assez terrifiante. Enfin, moi, elle m'a terrifié. Aux États-Unis, la race de chien préférée, en tête de toutes les autres, c'est désormais le bulldog français. Pourquoi le bulldog français ? Jusque-là, on pourrait se dire Cocorico, super. Parce qu'il n'y a pas de latéralisation des yeux. Non, parce que c'est un chien à tête plate et avec des yeux ronds. Un chien dont, en réalité, la face évoque celle du bébé. Alors, on espère quand même que les auditeurs n'ont pas de bébé qui ressemble à un bulldog. Les yeux ne sont pas latéraux. Mais cette non-latéralisation des yeux, en réalité, a pour ressort, enfin le goût pour ces chiens-là a pour ressort que c'est une sorte de bébé de substitution. Et là, pour le coup, des études l'ont démontré, c'est-à-dire que cet animal est tellement anthropomorphe, tellement proche du bébé, qu'il appelle une affection de type paternel ou maternel. Xavier Vanderlier, il y a quelque chose qui est à la fois émouvant et terrifiant. Le fait qu'on aime nos frères inférieurs, comme on les appelait auparavant, ça paraît légitime. Le fait qu'on soit passé d'une espèce d'utilisation vraiment purement fonctionnelle de l'animal, avec une souffrance animale qui était inutile, c'est-à-dire qui n'était pas communément partagée. Je veux dire, tout le monde ne rossait pas son chien, tout le monde n'affamait pas son cheval, tout le monde ne laissait pas ses vaches croupir dans la fange. Au contraire, voilà. La littérature et les manuels d'agriculture regorgent de conseils sur le fait de bien traiter les animaux et sur le fait que des animaux étaient extrêmement valorisés. Mais là, on sent qu'il y a une espèce de mutation, c'est-à-dire que une certaine misanthropie s'accompagne d'une survalorisation animale et on est presque dans le cas de l'antispécisme, en fait. Plus je déteste la race humaine, plus je valorise les races animales en expliquant que après tout mon chien, donc j'ai oublié le nom du kleps de
Colonel. Colonel est un animal remarquable. Certains philosophes antispécistes, d'ailleurs, je pense à une féministe américaine, explique qu'elle a des relations poussées, si vous voyez ce que je veux dire, avec ces animaux de compagnie. On est vraiment désemparé par l'idée de cette déshumanisation, en fait. Oui, il y a un côté nihiliste, il y a une pulsion de mort qui se manifeste en même temps que des choses positives et sympathiques, peut-être un peu dérisoires, c'est-à-dire l'envie de faire des papouilles, un animal qui est mignon, rien de plus naturel. Mais en effet, lorsque ce désir-là devient une vague de fond sociologique et qu'on greffe sur celle-ci des choses du type je ne fais pas d'enfant car je veux sauver la planète et la nature est supérieure à l'homme et l'homme n'en fait pas partie et une sorte d'être extérieur qui viendrait tout gâcher, ça devient effectivement assez inquiétant. Alors vous donniez le nom du chien de cette militante féministe, elle l'a appelé colonel. C'est-à-dire que comment mieux lui attribuer quelque chose qui évoque la virilité et la masculinité que le terme colonel, alors que la même, à longueur de livre, explique à quel point la masculinité est toxique. Donc là aussi, il y a une forme de substitution symbolique, bien entendu, qui est un peu déroutante, pour le moins déroutante. Cela dit, je veux revenir sur un autre aspect que vous aviez évoqué tout à l'heure, c'est-à-dire le refus de l'engagement. Alors, les partisans de ce mouvement vous ont répondu par avance, car ils vous voyaient venir, Richard. Et du coup, avec les gros sabots fachos. Voilà. Et du coup, ils se sont mis à expliquer qu'en réalité, c'est tout le contraire. Car ça prouve que les gens qui refusaient l'enfant ne le faisaient pas par égoïsme, ne le faisaient pas pour n'avoir aucune responsabilité, et que le choix d'acquérir un animal domestique, c'était un fil à la patte, et accepter un grand nombre de servitudes qui prouvent qu'ils sont tournés peut-être non pas vers les autres, mais en tout cas vers le bien-être de leur animal, pour lequel ils s'investiront et dépenseront sans compter. Sans compter avec des assurances animales, des vacances animales. Je voudrais revenir sur le cas d'Ovidie, actrice dont vous nous dites qu'elle est écrivaine et réalisatrice. C'est une actrice porno, féministe, qui œuvrait pour un porno éthique. Le porno éthique, c'est à peu près comme la GPA éthique ou la discrimination positive. C'est pas parce qu'on ajoute un adjectif que ça change véritablement la nature de la chose. Il y a quelque chose qui m'a un peu serré le cœur, c'est en fait elle nous explique, après cette vie consacrée à l'industrie du sexe, et elle était étudiante, elle bascule dans le porno, elle a un discours construit qui fait que, évidemment, toute la gauche se rue dessus et la récupère pour en faire l'étendard des travailleuses du sexe. Elle nous explique que si elle a 3 chiens, c'est parce qu'elle n'a pas eu d'enfant. Enfin, évidemment, c'est vrai que... disons que le métier qu'elle avait choisi n'est pas celui qui est le plus propre à l'épanouissement de la maternité. Voilà. Sans aucun doute. Mais oui, enfin, la bascule se joue à cette frontière aussi. C'est-à-dire que l'animal de compagnie, le nom le dit lui-même, puisse servir à amoindrir la solitude terrible qui existe dans notre monde, et l'isolement et notamment pour les personnes âgées. C'est-à-dire les personnes âgées aujourd'hui sont quand même assez rarement accueillies par leurs enfants, et que donc elles vivent seules, qu'à ce moment-là il y ait le besoin de la compagnie d'un animal. C'est vieux comme le monde. C'est vieux comme le monde, et c'est tout à fait compréhensible. Que des personnes n'aient pas pu avoir d'enfants et aiment les animaux et en adoptent, il n'y a pas de problème. Qu'on ait des enfants, mais là c'est autre chose. Il est revendiqué de ne pas avoir d'enfants. C'est la substitution. C'est la substitution volontaire. C'est la volonté de ne pas en avoir, s'organiser pour ne pas avoir d'enfants et s'organiser pour avoir un chien, et qui ensuite, par une sorte de retour de nos instincts, parce que nous avons tous l'instinct maternel, l'instinct paternel, va être dérivé vers cet objet qui n'est pas un enfant. Donc oui, il y a quelque chose d'un peu triste dans tout ça, montre que notre société croit s'émanciper de choses extrêmement naturelles comme le désir d'enfant, et puis celui-ci ressurgit, mais parfois trop tard, et trouve un nouvel objet, quelque chose de très simple, parce que les sociologues qui ont étudié le cas de la Hongrie expliquent que le succès des animaux, c'est la volonté de s'occuper de quelqu'un, de donner du soin.
Et puis, on se finit avec des chiens justement dans les poussettes, des chiens à qui on enfile des petits manteaux, des petites bottes, à qui on donne un goûter, des petites sucreries, enfin exactement comme on le ferait avec un jeune enfant en fait. Même des programmes télévision pour les chiens maintenant, pour ces petits chiens. Non, mais c'est Pour vrai, les faut pas qu'ils endormir, s'ennuient. on Ouais. les emmène chez l'ostéopathe, chez le masseur, enfin, on lui brosse les dents le soir, on lui met des petits accessoires, des petits nœuds dans les poils au-dessus de la tête. J'allais dire les cheveux, c'est fascinant. Mais c'est vrai qu'il y a une déformation complète et on voit que l'instinct va se manifester quoi qu'il arrive. C'est terriblement triste. Et ce qui me fascine aussi, c'est que les amis des animaux qui n'ont pas décidé du jour au lendemain qu'en fait un chiot valait bien un bébé, n'ont pas ce même rapport en fait à l'animal. On a tous effectivement connu des gens qui adorent les chiens, adorent les chats, les oiseaux, les lapins nains, enfin un peu moins parce que le lapin nain quand même, enfin pardonnez-moi si certains auditeurs de courtoisie ont des lapins nains, je les ai toujours trouvés d'une conversation médiocre et d'un intérêt limité, voilà, hormis le fait que ce sont des grosses peluches voilà, il y a moins d'interaction avec un lapin nain qu'avec un chat ou un chien. Vous souhaitez que désormais le débat s'oriente vers plutôt pour les chiens, plutôt pour les chats, Non. plutôt pour le hamster. En fait, on a réussi, et vous aviez raison de le souligner, le chien et le chat sont des animaux sinon domestiques, en tout cas des commensaux depuis des millénaires, voilà, et pas que. Il y a tout un tas d'animaux dits domestiques, la vache, le cheval, la chèvre, le mouton, voilà, qui vivent avec les humains, on n'a jamais confondu en fait les espèces. Absolument. D'ailleurs, les véritables professionnels qui connaissent les animaux, comme les bergers ou les éleveurs, ou les maîtres chiens, ou les dresseurs, sont des gens qui adorent les animaux. Ils ont choisi une des professions qui leur permettent de vivre avec les animaux. Eh bien, ils sont complètement dépassés et consternés par cette tendance, puisque désormais, on retrouve d'ailleurs un petit peu dans une analogie avec les débats qui pouvaient occuper au sujet de l'éducation des enfants, désormais, il y a un débat entre dressage ou éducation positive. C'est-à-dire que les gens victimes de ce glissement qui tend à avoir dans les animaux, d'espèces d'humains de substitution, considèrent qu'ils ont droit eux aussi à de l'éducation positive et pas à de l'éducation à l'ancienne et pas au dressage. Et c'est une sorte de mise en abîme absolument incroyable. On en parlait hier avec Samy Biazoni dans l'émission Restons Courtois, et il nous parlait de cette éducation positive en nous faisant remarquer à juste titre à quel point ce mot positif accolé à éducation, comme s'il y avait une éducation négative, viciait absolument le sens, et qu'en fait éducation positive signifie aucun reproche, bienveillance poussée jusqu'à... Ce qui va se passer avec l'éducation positive des chiots, comme il y a eu une éducation positive depuis quelques décennies des enfants, eh bien, on peut faire le pari que d'ici quelques années, nous allons avoir un problème de chiots rois, en fait, comme on a eu un problème d'enfants rois. Voilà. Et avec des chiots à qui on n'aura jamais rien interdit, et qu'une fois qu'ils auront fini de souiller l'appartement, iront chiquer le facteur, et avec des maîtres qui courront derrière pour empêcher que la personne, pour se défendre du fait que le chien la morde, la frappe, et avec un peu de chance, une police de la pensée et des chiots menée par Marlène Schiappa, nous envoyant immédiatement en prison une fois que 14 molosses nous auront attrapé les mollets et qu'on aura eu le culot de leur crier dessus. Et peut-être y aura-t-il alors, dans une sorte d'ultime mise en abîme, l'arrivée d'un mouvement no dog, se plaignant de tous ces chiens mal élevés qu'on retrouve au camping, au restaurant, dans les TGV et autres transports en commun. Parce que dans le mouvement No Kid, il y a aussi ça. C'est-à-dire que la dévalorisation de l'enfant vient du fait qu'un grand nombre d'enfants ayant été mal élevés, ils deviennent insupportables. Voilà. On sent les parents. On sent les gens qui prennent le TGV. C'est vrai. Tout en étant parents, je reprécise, pour ceux qui nous prendraient en route. On pourra creuser le sujet une prochaine fois avec les bébés, je crois que ça s'appelle les bébés newborn, qui en fait sont des poupées ultra réalistes de vrais nourrissons et qui donc reproduisent la chair, les yeux à la perfection. Et on voit maintenant des mères qui, parce qu'elles se considèrent comme telles, emmener leur bébé newborn par exemple à l'hôpital et expliquer qu'ils ont de la fièvre. Et donc bien sûr elles ne seront pas reçues. Certaines s'en offusquent et disent mais moi je suis une mère comme les autres. Et en fait certaines de ces femmes pourraient avoir des enfants, sont en couple, etc. Elles expliquent qu'elles préfèrent
avoir cette alternative, puisque c'est comme ça qu'elle est présente dans leur esprit. C'est une alternative à un véritable nourrisson. D'accord, écoutez, ça rejoint autre chose. Dans les pays asiatiques, notamment au Japon et en Corée, la Corée est un des pays où il y avait le plus d'animaux traités comme des bébés, mis dans des poussettes avec des petits nœuds dans les cheveux, etc. Mais là, ces animaux-là commencent à être remplacés désormais par des animaux robots. Donc le jour des bébés chiots sont comptés, car le bébé chiot robot arrive. Ne fait pas ses crottes. Il n'a pas besoin de manger. Mais il faut le brancher sur une clé USB. Voilà. Mais comme on est tous ultra connectés tout le temps, il y a probablement une façon de brancher au téléphone et c'est génial. Bon, en tout cas, merci Xavier Van Lier de nous avoir alertés sur cette nouvelle tendance qui s'installe dans les pays fatigués. Oui. C'est ça. Bon, la France est fatiguée, mais faites des enfants, chers auditeurs. Exactement. Et puis, je pense que c'est la morale de tout ça. Et d'ailleurs, on pourrait consacrer une émission à pourquoi c'est merveilleux d'avoir des enfants. Et c'est encore possible en France, même si ça va mal. Parce qu'il y a aussi ça, le climat général, malgré tout, contribue un peu à la... Oui, le climat général y contribue. Et d'ailleurs, ceux qui sont anxieux de ce climat ont tendance à remplacer les bébés par des... On sait que les gens qui sont très anxieux, notamment à des enjeux climatiques, considèrent qu'il ne faut pas avoir de bébé parce que c'est absolument effroyable, que ça va aggraver ce danger et qu'en plus, pourquoi mettre au monde un enfant sur une planète qui va si mal, et donc se reporte sur le chien. Donc là aussi, effectivement, il y a convergence lorsqu'on a de la santé morale et physique, qu'on regarde l'avenir avec appétence, eh bien on fait des enfants et bien entendu, ça apporte beaucoup plus de joie que n'importe quel bébé chiot, même s'ils sont sympathiques. Voilà, on finit sur une note positive. Plus rien n'empêche d'avoir un bébé et un chiot. Merci Xavier Van Lier pour cette analyse, une fois de plus passionnante. Merci Richard Dessèze d'avoir été avec nous pour cet entretien. Et chers auditeurs, on continue. Xavier Van Lier, on vous retrouve la semaine prochaine. Oui.